La Chine vient de retirer le pétrole américain de sa carte des importations, sans discours ni avertissement. En février 2025, Pékin a appliqué un tarif de 10% sur le brut américain et en quelques semaines, les achats sont passés de 160 000 barils par jour à zéro. Les ports du Texas se sont vidés, les oléoducs se sont arrêtés et des milliards investis dans les infrastructures sont restés inutilisés. Alors que Washington continuait à parler de guerre commerciale, la Chine signait des contrats à long terme avec la Russie, l'Iran et l'Arabie saoudite, presque tous en yuan, affaiblissant la domination du dollar. La plus grande économie du monde a perdu son acheteur clé sans que personne ne lui ferme la porte. Ils ont simplement cessé d'appeler. Pendant les 3 jours suivants, les radios portuaires crépitaient de questions sans réponse. Pourquoi le VLCC Qingdao Spirit ne charge-t-il pas? Quelqu'un a-t-il vu partir le Haiyangdao? Les réponses sont venues sous forme de vide. Depuis la passerelle du Corpus Eagle, le capitaine Luis Almada vit les remorqueurs reculer sans accrocher les câbles. Son pétrolier restait flottant sans destination, comme une baleine échouée sur un bitume liquide. À la tour de contrôle, un technicien novice essaya de blâmer le brouillard, mais en février, il n'y a pas de brouillard. Ce qui s'élevait était un mur invisible, érigé à des milliers de kilomètres. La décision de Pékin de retirer les États-Unis de sa liste d'achats. 7 ans plus tôt, la scène était inverse. Les télégrammes de Reuters célébraient l'âge d'or du Shell et les planificateurs chinois, désireux de diversifier, signaient des contrats qui remplissaient les oléoducs texans de promesses. Les terminaux furent agrandis, des réservoirs brillants comme des cathédrales d'acier furent construits, des canaux de chargement furent creusés sur des mangroves encore humides. En 2018, chaque aube à Houston sentait le café et le kérosène. Les comptables prévoyaient qu'en 2027, la Chine absorberait 250 000 barils par jour, voire plus. Mais la guerre commerciale lancée cet été-là laissa des cicatrices jamais refermées. Le président Hayden Yuan hérita des braises de cet incendie et raviva la flamme avec des discours sur ne pas reculer d'un centimètre. À la télévision, il s'attribuait des victoires imaginaires. Dans les tranchées logistiques, les vaincus commençaient à se compter. 2 semaines après l'imposition du tarif, les raffineries chinoises réajustèrent leurs chaudières. La viscosité du brut saoudien exige des températures différentes. L'acidité de l'iranien demande des catalyseurs modifiés. L'Ural russe se distille mieux avec des tours plus basses. Des ingénieurs chinois passèrent des nuits entières à recalibrer les logiciels. Chaque étincelle de la torche pilote dessinait des lignes oranges dans le ciel du Shandong. À Houston, un ingénieur retraité de Phillips 66 relisait ces chiffres et murmurait « Ils installent un nouveau système d'exploitation. Nos barils ne démarrent plus. » Il avait raison. Le pétrole américain était devenu sans mot de passe. En mars, l'Iran entama sa danse spectrale. Des navires renommés en haute mer, des transbordements à la lumière éteinte, des documents réimprimés sur des îles que le GPS épelle encore mal. Le capitaine du Soroush Sky décrivit dans son journal comment il changea 3 fois de pavillon en 20 jours, d'abord Tanzanie, puis Palaos, enfin Cameroun, pour arriver silencieusement à la rade de Dongjiakou. Le brut fut déchargé en silence dans des tuyaux portant l'inscription « Import crude », mais sans mention d'origine. Les raffineries privées, les célèbres typos, payèrent en yuan fraîchement imprimés, heureuses d'échapper à la loupe de tout régulateur occidental. À la même époque, le Congrès américain débattait d'une loi pour interdire les éoliennes chinoises sur les terres fédérales. La couverture médiatique occupa des heures de prime time avec des maquettes d'éoliennes décapitées. Peu importait qu'à l'autre bout de l'océan, la Chine signait 18 accords énergétiques libellés dans sa propre monnaie. Chaque fois qu'un présentateur agitait des papiers contre les moulins à vent, un banquier à Shanghai signait un contrat qui érodait la domination du dollar. Ce fut un échange invisible, bruit contre pertinence. En avril, le premier symptôme physique de l'exode apparut, le quai 15 de Corpus Christi ferma 2 quarts de nuit par manque de chargement. Les mains calleuses qui, pendant des décennies, avaient tendu les amarres, rentrèrent chez elles avant que la brume ne se dissipe. Johnny Rios, docker depuis ses 19 ans, regarda les lumières s'éteindre et ressentit un déjà-vu d'enfance. C'est comme ça que le village semblait quand l'usine d'aluminium de mon père a fermé. Sauf que cette fois, l'échelle était continentale. Pendant ce temps, au Parlement canadien, un budget multimillionnaire pour le corridor Nord fut adopté presque sans opposition. Une poignée de sénateurs américains s'élevèrent « Pourquoi nos meilleurs amis nous excluent-ils » La réponse flottait dans chaque titre sur les nouveaux tarifs sur l'acier, le bois et même le lait en poudre. Quand un partenaire devient imprévisible, le marché cherche une voie d'y avec moins de virages.
Le Canada consacra son silence à la logistique, ports élargis à Prince Rupert et Halifax, voies ferrées renforcées pour des trains de 60 wagons, contrats avec des compagnies maritimes coréennes pour éviter la côte ouest des États-Unis. Le Mexique, de son côté, rénova les ports de Manzanillo et Lázaro Cárdenas, prêts à capter les conteneurs qui évitaient déjà Long Beach. En mai, l'Agence internationale de l'énergie publia un rapport qui passa inaperçu à Washington, mais fut disséqué à Pékin. La Chine remplissait ses réserves stratégiques à un rythme record. Les dépôts souterrains de Zhanjiang, gigantesques cavernes creusées sous la roche, recevaient 1 million de barils toutes les 48 heures. Si les prix montaient, Pékin avait un coussin. S'il baissait, il achetait plus et allongeait l'ombre du yuan sur le golfe Persique. Pour les économistes chinois, le calcul était simple. Un baril payé dans leur propre monnaie est une nouvelle brique dans le mur financier protégeant le pays des futures tempêtes. En juin, les compagnies maritimes américaines tirèrent la sonnette d'alarme. La flotte de pétroliers Jones Act, conçue pour le transport côtier sous pavillon local, commença à détourner ses routes vers l'Europe pour compenser le vide asiatique. Mais vendre à Rotterdam n'est pas la même chose que vendre à Ningbo. Les marges devinrent des papiers mouillés et les capitaines attendèrent l'ancrage comme des pèlerins sans sanctuaire. Un courtier londonien le murmura à demi-voix « Les États-Unis sont devenus un vendeur porte-à-porte » et le marché, tel un garde ennuyé, ouvrit à peine la fente. Le 4 juillet, alors que les feux d'artifice peignaient la nuit de Virginie, un cargo saoudien déchargea le premier lot d'un nouveau contrat de 20 ans à Zhejiang. L'accord valait 30 milliards et libellait chaque tonne en renminbi. Un fonctionnaire de Riyad déclara devant les caméras chinoises « Notre amitié regarde vers l'avenir ». Aucun journaliste occidental n'était invité. Cette nuit-là, le dollar perdit un autre fragment de sa couronne. À la mi-juillet, l'Inde annonça des routes arctiques sous escorte russe pour son brut à prix réduit. Éviter le détroit d'Ormuz signifiait moins de poudre dans l'équation sécuritaire. Cela signifiait aussi payer en devises moins flexibles. New Delhi utilisa la nouvelle pour renégocier des prêts avec Pékin et Moscou. C'était un nouveau plateau où Washington jouait les seconds rôles. Kuala Lumpur et Bangkok prirent note. En août, la Malaisie officialisa des paiements en ringgit et yuan pour une partie de ses importations. La Thaïlande fit de même une semaine plus tard, arguant qu'il ne faut pas mettre tous ses cocos dans le même panier. Au Texas, la chaleur écrasante de l'été sculpta un paysage surréaliste. Les tuyaux brillaient au soleil, vides de contenu, comme des organes sans sang. Des wagonnets poussiéreux transportèrent du sable, pas du pétrole. Dans les parcs de stockage, l'écho des pas solitaires remplaçait le bourdonnement des pompes centrifuges. Un matin, la directrice des ressources humaines du port de Houston remit 120 de lettres de licenciement. En fermant la porte, son reflet tremblait dans le verre. « Je croyais que l'énergie dominante nous protégerait pour toujours. » En septembre, arriva un chiffre que personne ne pouvait plus cacher. 3e mois consécutif sans exportation vers la Chine. Ce vide absolu résonna dans les couloirs du Capitole. Mais les audiences s'arrêtèrent à des insultes croisées sur les éoliennes et les réseaux sociaux. Le secrétaire d'État voyagea à Ottawa pour tenter de sauver le traité sur le bois. Il revint avec des titres sur des tarifs futurs sur le sirop d'érable. Ce fut la confirmation que la boussole diplomatique tournait sans nord, prisonnière de cercles concentriques de reproches. À Shanghai, une jeune analyste nommée Li Xingyue prépara un rapport pour le Politburo. Elle le titra « L'effet cascade de la désdollarisation énergétique ». Il expliquait comment chaque nouveau baril négocié en yuan fertilisait un système bancaire alternatif, allégeait l'empreinte réglementaire des États-Unis et favorisait les investissements dans les obligations chinoises. Le document circula sous enveloppe cachetée et, selon des fuites, provoqua des sourires contenus parmi les hommes les plus puissants du pays. À Washington, on discutait d'interdire TikTok. L'automne arriva avec son propre symbole. Les grues portuaires furent peintes en orange pour éviter la corrosion, même si personne ne savait quand elles se remettraient en mouvement. Les barres de route qui servaient les routiers fermèrent avant Halloween. Il était absurde de garder les friteuses allumées quand il n'y avait plus de camions-citernes à déplacer. Une station locale passa de l'annonce de l'heure pour tout capitaine qui en faisait la demande, à la diffusion ininterrompue de musique country. Faute de trafic, la programmation débordait. À ce moment-là, l'Europe jouait son rôle de client secondaire pour extorquer des remises. Un trader à Genève expliqua la stratégie. Si le pétrole américain veut entrer ici, il devra accepter des primes d'assurance absurdes et des paiements à 90 jours. Autrefois, ces conditions auraient été impensables. Désormais, le désespoir transformait l'impensable en routine. Chaque remise accordée rappelait la nouvelle hiérarchie. Octobre habilla le monde d'une métaphore parfaite. À Houston, l'inauguration d'une conférence mondiale sur l'énergie dut réduire sa capacité d'accueil. 14 délégués annulèrent,
affirmant que les vraies conversations ont lieu à Riyad et à Shanghai. Un écran vide resta allumé sur le pupitre principal. Il méditait en silence sur la solitude de celui qui convoque trop tard. Pendant ce temps, à l'autre bout du globe, un mémorandum était signé entre l'Iran et les Émirats arabes unis pour créer un canal gris de réexportation de pétrole. Les ports de Fujairah vibraient d'activité nocturne, des drones survolaient les quais pour garantir que la marchandise circule sans interférence extérieure. En novembre, un cyclone frappa l'est de la Chine. Les raffineries s'arrêtèrent pendant 48 heures, mais l'interruption n'eut aucun effet sur les prix internationaux. La raison ? Les réservoirs chinois débordaient. Pour les opérateurs, ce fut la preuve définitive. Pékin pouvait fermer les vannes et continuer à respirer. À la bourse de New York, l'indice, mesurant la dépendance pétrolière de la Chine envers les États-Unis, atteignit son plus bas historique. Les gros titres, distrayant l'opinion, évoquaient un nouveau scandale autour des éoliennes et des oiseaux migrateurs. En décembre, le département de l'énergie des États-Unis publia un rapport sombre. 27 000 emplois directs supprimés dans l'industrie d'exportation. Le document proposait des alternatives. Étendre les ventes en Amérique latine, améliorer la compétitivité en Europe, ouvrir des marchés en Afrique. Mais chaque proposition portait une postface implicite. Rien ne remplace la Chine. Les législateurs le lurent à la hâte en fin d'année, tout en rédigeant des projets de subvention pour les biocarburants patriotiques. Une infirmière d'un hôpital rural, voyant sa facture de chauffage grimper, se demanda pourquoi l'indépendance énergétique ne faisait pas baisser les prix. La dernière nuit de 2025, les lumières de Times Square offrirent leur spectacle habituel. À des kilomètres de là, dans un bar portuaire de Freeport, un ancien second trinquait avec une bière bon marché. Il fixa l'écran où le président Yuan énumérait ses succès. « Jamais nous n'avons été autant respectés ». Le marin lâcha un rire creux. Là où il voyait jadis l'image d'un chef d'État, il voyait désormais un écho. Entre la mousse de son verre et les éclats des feux d'artifice, il comprit que le respect se mesure en barils, pas en adjectifs. L'aube de janvier confirma une réalité irréversible. Les accords à long terme entre la Chine et la Russie officialisèrent des paiements intégralement en yuan. Sberbank annonça des lignes de crédit indexées sur cette devise pour les exportateurs de pétrole et invita la Banque centrale iranienne à participer. À Kuala Lumpur, Malayan Banking adopta la même formule pour les importateurs de gaz naturel. En quelques semaines, des ramifications financières si denses émergèrent que le dollar se sentit comme une pièce de rechange. Utile, mais plus indispensable. Washington réagit par des sanctions contre 2 compagnies maritimes russes. Le marché répliqua en transférant les contrats à des sociétés grecques et bahreïnies sans sourciller. Les universités américaines programmèrent des séminaires sur le dollar dans un monde multipolaire. Les inscriptions explosèrent, personne ne voulait obtenir son diplôme sans comprendre la faille qui s'ouvrait sous les pieds de la première économie mondiale. En parallèle, les demandes d'emploi au port de Los Angeles chutèrent de 10% par rapport à l'année précédente. Les jeunes préféraient apprendre le mandarin que passer la certification d'opérateur de grue. Fin février, un journaliste d'investigation se rendit dans le comté de San Patricio, au Texas, pour documenter le cimetière de Pipeline. Il trouva des kilomètres d'acier lustré empilés comme un domino infini. Certains tronçons portaient encore des étiquettes chinoises de 2019, destination boucle d'exportation vers l'Asie. Personne ne prévoyait de les réinstaller. Le métal, victime de l'oxygène, se dorait lentement, comme des objets immergés dans du thé. Le reportage remporta des prix, mais ne changea aucun contrat. Mars apporta un certain répit aux comptes des compagnies maritimes. L'Europe, encore dépendante de produits légers, augmenta ses achats pour contrer la guerre des prix lancée par l'alliance russo-iranienne. Mais les marges restaient si comprimées que les armateurs envisageaient de vendre des navires. Le Baltic Dry Index frôlait les niveaux de la crise financière de 2008. En revanche, les chantiers navals chinois annonçaient des commandes records pour des pétroliers de nouvelle génération, prêts en 2027, équipés de moteurs à double carburant et de systèmes de paiement satellitaires intégrés au ICN-8. Au printemps, le Trésor américain réunit 40 experts pour élaborer un plan de reconquête des marchés. On envisagea d'offrir des crédits d'impôt aux acheteurs étrangers, d'accorder des assurances d'îles fédérales, voire de lancer un plan Marshall énergétique basé pour l'Afrique. Chaque proposition se heurta à un mur politique. Comment justifier des subventions à des pays qu'on sanctionnait la veille ? La réunion se termina sans accord, si ce n'est un sentiment partagé, l'horloge allait plus vite que l'encre sur les brouillons. En mai, Reuters annonça que l'Iran était devenu le 3e fournisseur de pétrole de la Chine, dépassant l'Angola et le Koweït.
L'information fit le tour de Bloomberg, du Financial Times et de Nikkei, mais à Washington, on répondit par un mème sur les éoliennes. Les traders, eux, prirent note, le prix du West Texas Intermediate chuta de 2 $ en une seule séance. Quand un analyste de Goldman Sachs demanda pourquoi, un autre répondit « Qui achèterait un produit que le plus grand client du monde ne veut plus ?» L'été fut implacable. L'indice de chaleur au Texas battit des records que les météorologues attribuèrent à des cycles naturels. Sous ce soleil, les tuyaux fermés dilatèrent leurs joints et laissaient de filtrer la poussière. Dans une salle de contrôle, Kendra Stokes, ingénieur de 27 ans, entendit des grincements autrefois confondus avec le flux. Maintenant, sans pétrole, le bruit était celui du métal se plaignant de son propre ennui. Elle et ses collègues reçurent une offre de mutation dans le Dakota pour des projets d'hydrogène vert. Ils acceptèrent, mais savaient que la transition serait une montée raide sans le parachute de la demande chinoise. Les événements s'enchaînaient. En juillet, l'Arabie Saoudite déclara envisager l'expansion de son propre marché à terme pour le pétrole, libellé en rials. L'annonce fit froncer les sourcils à la réserve fédérale, mais dans le bazar d'Ispahan, la nouvelle fut célébrée avec des pistaches et du thé. Si le dollar faiblit, nos sanctions aussi. Derrière chaque mouvement de devise, l'ombre de Washington perdait en puissance de punition. L'effet domino, silencieux, grandissait comme des murs invisibles. Août renvoyait à l'image miroir de l'année précédente. 12 mois sans livraison vers la Chine. L'anniversaire n'eut ni bougie ni célébration, mais des titres de presse. La relation énergétique entre les États-Unis et la Chine n'existe plus. Une chroniqueuse du South China Morning Post résuma ainsi « Nous ne célébrons pas leur chute. Ils ne figurent simplement plus dans nos graphiques. » Au Texas, un pasteur baptiste cita l'Ecclésiaste « Rien n'est éternel ». Son sermon résonna entre des bancs vides, car nombre de fidèles étaient repartis en Ohio pour chercher du travail. La géopolitique non plus ne s'arrêta pas. En septembre, l'OPEP+ annonça une réduction de production pour soutenir les prix. La Russie et l'Arabie Saoudite fixèrent les quotas dans des salons feutrés à Vienne. Le secrétaire général prononça une phrase brève. Les fondamentaux ont changé. À Washington, on promit des enquêtes antitrust qui ne se concrétisèrent jamais. Les principaux acteurs jouaient désormais dans une autre ligue. La fin de l'année apporta à nouveau des lumières à Times Square et des discours recyclés. Mais à l'aube du 1er janvier, lorsqu'un feu d'artifice final se dissipa en étincelles, un mail anonyme arriva dans les rédactions économiques. Une photo des réservoirs chinois pleins à craquer, illuminés comme des lucioles sous le brouillard industriel. Le message disait « Réserve pour 112 jours ». Le chiffre devint viral. C'était la confirmation que Pékin pouvait affronter presque n'importe quelle tempête sans broncher. À Washington, les commissions énergie et finances se réorganisèrent. Un sénateur aux yeux cernés le dit sans détour « Nous avons été l'orchestre du Titanic jouant des valses sur la glace ». Ces paroles rebondirent à peine dans des couloirs remplis de conférences de presse sur les éoliennes. Le printemps suivant reprit le cycle d'auditions et de promesses. On parle de transformer des ports en hubs pour l'ammoniac vert, de pomper du CO2 pour le stocker sous la croûte terrestre et vendre des crédits carbone. Des idées audacieuses, certes, mais coûteuses et à long terme. Et le marché aujourd'hui avance vite, guidé par des corridors logistiques qui ne passent plus chez nous. Si ce récit soulève des questions sur ce qui vient, offrez-nous un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous suivrez chaque battement de ce nouveau monde où l'axe du pouvoir se déplace sans bruit.